Disons que la question principale qui a été posée depuis le XVIIe siècle, c'était comment, enfin en tout cas pour les élites ottomanes de l'Empire ottoman, qui était considéré à l'époque comme le grand empire musulman, bien qu'il ne couvre pas l'ensemble du monde dit musulman ou en majorité musulmane. Ces élites se posaient la question, dans la mesure où elles étaient confrontées de façon militaire et politique, mais également économique et culturelle, à l'Europe émergente, ou en tout cas à un certain nombre de puissances de l'Europe occidentale. C'était comment stopper ce qu'elles estimaient être une espèce d'arrêt, une espèce comment dire, d'incapacité à faire face à ces nouvelles puissances. Et c'était d'autant plus posé qu'il y avait déjà une littérature, au moins depuis le XIVe siècle, notamment chez un auteur connu aujourd'hui qui s'appelle Ibn Khaldoun, et qui prévoyait le déclin du sud de la Méditerranée et l'émergence du nord de la Méditerranée. Alors cette question qu'on a depuis discuté et rediscuté a reçu plusieurs réponses. Une des réponses, au moins depuis le XVIIIe siècle, ça a été la question du despotisme dans le monde ou dans une partie du monde musulman, en tout cas ce qui a été perçu comme étant une forme de despotisme dit sultanien chez une partie de ces élites. Ce n'est pas la seule réponse qu'on a vue, mais une des réponses, et qui va être de plus en plus radicalisée, particulièrement au XIXe siècle, c'est-à-dire particulièrement à partir du moment où la présence des puissances européennes commence à être internationalement remarquée, et donc une question quasiment du quotidien de la plupart des lettrés du monde musulman. Disons dans la question très générale de comment retrouver ce qui a été jugé comme étant un âge d'or, ou supposé tel, une des questions fondamentales qui a été posée, c'est la question politique. C'est la question du choix des régimes politiques, et donc la question centrale de savoir quel type de régime politique peut s'adapter et s'adopter à l'époque moderne. Et un arrière-plan, sous une forme comme ça, d'étoile de fond, il y a la question du rapport à l'Europe, il y a la question du rapport à ces nouveaux régimes qui commencent à exercer une certaine attractivité. Et qui dit attractivité, évidemment, dit également une certaine également peur, une certaine réticence. Et dans ce jeu de réticence-attraction, on va voir qu'un certain nombre de compositions, recompositions de nouvelles tendances émergera. Ça, c'est une question importante, puisque en langues européennes, comme souvent les spécialistes les soulignent, le mot islam s'utilise pour deux choses, voire plusieurs choses différentes, mais en particulier deux choses différentes, c'est-à-dire le monde à majorité musulmane et ses diasporas. D'un côté, on dit parfois la culture, on dit parfois la civilisation, même si ce terme est un peu galvaudé, et de l'autre côté, la religion. Et on ne sait quasiment jamais. Alors évidemment, si vous êtes dans des départements spécialisés, par exemple en France, à Paris 4, ils vont vous dire islam petit i, c'est la religion, islam grand I, c'est la civilisation, mais on peut dire que dans l'usage courant, personne ne fait très attention à cette distinction, et donc elle se mêle, et cet équivoque participe d'une bonne partie, disons, des confusions courantes. Si donc on estime qu'on parle essentiellement du monde musulman et pas de la religion musulmane, on peut dire qu'effectivement l'islam en tant que religion a été convoqué parfois, et en particulier a été convoqué par ce qu'on a appelé les primo-réformistes, et les réformistes et les néo-réformistes d'ailleurs, tous dans une seule volonté, c'est de dire l'islam est notre allié dans notre comment dire, recherche de développement et de rénovation politique. Donc il y avait toujours cette histoire de vrai islam, donc le vrai islam devrait être notre allié. Et comme on peut le trouver chez un auteur ottoman qui était partisan des réformes constitutionnelles du XIXe siècle, Medhat Pacha, qui dit dans une lettre connue adressée à la France et à l'Angleterre, disant voilà, c'est très bien les réformes constitutionnelles. D'ailleurs, notre religion est partie prenante, comme vous dites. Elle appelle à ces réformes, elle appelle à la démocratie et à la liberté. Ce sont les mots qu'il utilise, démocratie et liberté. On est à la fin du XIXe siècle. Et cette lettre est tout à fait en français, donc disponible en français. C'est pour ça que c'est important les termes. Il utilise en langue française les termes démocratie et liberté comme étant synonymes de religion musulmane. Et on voit cette tendance chez les auteurs du XIXe siècle en particulier, où la religion musulmane apparaît comme l'évidence même comment dire, de l'allié à qui il faut faire appel
pour faire émerger une nouvelle démocratie, des nouvelles formes de liberté dans le monde musulman. Alors au XIXe siècle, c'est important puisqu'une bonne partie des élites ottomanes en particulier, et dans ce qui va s'appeler petit à petit le monde arabe, ne sont pas musulmanes. Disons, la figure emblématique de l'intellectuel du XIXe siècle, c'est souvent l'intellectuel de langue arabe, chrétien, essentiellement donc intéressé à l'Europe, particulièrement, comment dire, scolarisé dans les écoles du Moyen-Orient qui étaient promues, aidées par un certain nombre d'institutions chrétiennes à ce moment-là et qui apparaissaient comme étant le flambeau de, comment dire, de la rénovation politique, intellectuelle, idéologique, etc. En particulier dans le domaine des journaux, la plupart des journaux étaient effectivement tenus par des intellectuels arabes de religion chrétienne, mais qui avaient une audience essentiellement musulmane. Et donc, du point de vue de cette audience musulmane qui dépasse largement ce qu'on appelle maintenant le monde arabe, ils avaient des correspondants en Inde, en Afrique noire, en Asie centrale, etc. Évidemment, compte tenu de leur position minoritaire, ils avaient besoin de ce type de voix à coloration musulmane pour dire, en fin de compte, la religion musulmane est notre allié dans ce nouveau combat. Et on le voit, cette récurrence de l'utilisation de l'élément religieux, mais d'éléments religieux comme étant essentiellement, comment dire, comme étant essentiellement une rhétorique voulant dire fondamentalement tout ce à quoi on fait appel est déjà l'objectif et la finalité et comment dire, et l'horizon recherché par les valeurs religieuses en tant que telles. Les réformistes, et en particulier les réformistes musulmans de l'Empire ottoman, et on peut dire de l'ensemble du monde musulman, qui commence à être interrogé de plus en plus par la généralisation du fait colonial à la fin du XIXe siècle, c'était de dire, au fond, notre allié dans ce combat, c'est l'Europe. Et de façon, comment dire, paroxysmique, on retrouve ça chez un auteur comme Abdou, un des auteurs connus de la tendance dite réformiste musulman. Et Abdou, qui était à Paris dans les années 1884-1885, avec Avrani, très connu à Paris pour sa controverse avec Ernest Renan à cette époque, où Ernest Renan avait fait une conférence à la Sorbonne en 1884 qui s'appelait Islam et science, où il disait l'islam en tant que religion n'est pas compatible avec la science. Et donc, on est évidemment au XIXe siècle, et surtout chez Renan, et c'est cette tendance, on est dans les grandes idées qui font une espèce de convergence ou concomitance entre l'appartenance culturelle, voire ethnique et raciale, l'appartenance religieuse et la capacité, ou comment dire, ou la disponibilité, entre guillemets, naturelle au développement ou au sous-développement. Et Renan, qui était par ailleurs, comme tout le monde le sait, un sémitisant, spécialiste de l'antisémitique, l'arabe et l'hébreu en particulier, n'avait pas une très grande considération pour l'appartenance sémitique. Et il estimait que la religion musulmane étant liée à l'appartenance sémitique, elle est de ce point de vue-là antinomique avec la science. Et on voit cette tendance réformiste qui entre un débat avec lui. Et Abdou, paradoxalement pour nous, mais pas pour lui ni pour cette tendance à l'époque, dira moi j'ai laissé des musulmans sans islam, et à Paris j'ai trouvé un islam sans musulmans. Et cette idée que donc, en particulier le libéralisme émergent, la démocratie libérale, le parlementarisme, tout ça ce sont des idées islamiques, et que donc, faisant appel à ces idées en Europe, finalement, c'est l'islam qui se retrouve lui-même, c'est l'islam qui puise dans ses propres ressources. Donc l'islam se refonde sur ses propres valeurs par-delà ce qu'il estime, lui, comme étant une espèce de dégénérescence, une espèce d'accumulation de traditions anti-islamiques. L'islam pourra se retrouver par-delà cette accumulation, cette empilation de déviance et altération du message original de son propre point de vue. L'islam peut se retrouver donc en faisant appel à cette Europe qui est si proche des valeurs islamiques de son propre point de vue. Ce qui prépara toute la réaction qu'on verra au XXe siècle. En tout cas, au début, le printemps arabe paraissait comme la réponse à la question de Sheikh Barcelone, ou en tout cas
refondation de la question de Shekib Arsalan. Shekib Arsalan qui avait posé la question en 1830, pourquoi le monde musulman a-t-il pris du retard alors que le reste du monde s'est développé? Et au début du XXe siècle, on a l'impression qu'une bonne partie du monde musulman s'est développée, mais le monde arabe, donc une partie qui n'est pas extrêmement importante, mais symboliquement centrale dans le monde musulman, numériquement le monde arabe représente moins de 20% du monde musulman, mais reste, et parfois on le dit sous le ton du reproche, reste central dans les questionnements démocratiques. Alors pourquoi, en quelque sorte, le monde arabe a-t-il pris du retard alors que le reste du monde musulman, ou une partie du reste du monde musulman, s'est développé? Et le printemps arabe apparaissait comme une réponse à cette question, mais évidemment que l'évolution violente de ce printemps, en particulier en Libye et en Syrie, a déçu beaucoup d'aspirations et a constitué également, comment dire, un élément que les régimes en place ont beaucoup utilisé pour développer un discours contre le printemps arabe, et en particulier dans les parties du monde arabe qui étaient extrêmement résistantes à ce printemps, les monarchies conservatrices du Golfe, mais également certains pays du Maghreb, ont trouvé dans ces développements violents, et parfois toutes sortes de théories, parfois du complot, les accusent d'une certaine alliance avec cette violence, et il y a des éléments concrets par rapport à cela, en particulier en Libye. Donc d'encourager cette forme de violence pour en faire l'argument contre le printemps arabe. En tout état de cause, le printemps arabe a eu pour effet positif dans le monde arabe le fait que désormais cette dichotomie qui a travaillé une partie du monde musulman et surtout le monde arabe et surtout le Moyen-Orient depuis les années 50, c'est-à-dire la dichotomie entre tendance de gauche et mouvement islamiste, commence petit à petit à être résorbée, où de nouvelles alliances, en particulier dans un pays comme la Tunisie, ont permis de grands compromis qui désormais sont assez promoteurs. Et même si ces compromis, pour toutes sortes de raisons, on ne peut pas les avoir dans des pays, par exemple, en guerre ou en guerre civile comme la Syrie ou dans les monarchies du Golfe, mais on voit leur effet sur la reconfiguration du discours idéologique dominant dans le monde arabe, mais également dans une bonne partie du monde musulman. On le voit en Afrique noire, on le voit en Turquie, on le voit en Malaisie, en Indonésie. On voit une espèce de reformulation des termes du débat idéologique qui n'est plus enfermé, comme depuis 50 ans, dans la dichotomie mouvement de gauche islamiste.